Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Balado de la Grande Gourmandise qui vous provient cette semaine de Bromont en Estrie. On est à l'Arôme des Champs avec Joanie Brodeur. Bonjour Joanie. Bonjour Marc. Merci de nous accueillir chez vous ici à Bromont. Racontez-nous un peu Arôme des Champs, cette belle histoire familiale. Oui, bien maintenant, il y a deux volets à l'Arôme des Champs. Il y a le volet huilerie et le volet ferme. L'histoire de l'Arôme des Champs a débuté en 2003 quand ma mère a pris possession des terres ici en laissant sa première vie de côté elle était dans le poulet. Et puis, elle a décidé d'acheter des terres ici parce que son conjoint Pierre avait des terres tout près pour se lancer dans la grande aventure de la grande culture biologique, qui est toute une aventure. Puis, en 2019, mon conjoint et moi, on a acheté la première huilerie d'huile de tournesol bio ici au Québec, qui se situe au Cèdre, qui appartenait au Moulin des Cèdres. Puis, on a déménagé, en fait, les équipements et l'achalandage. Puis, on a décidé d'ajouter le tournesol dans la culture là, de mes parents depuis 2019. Donc, ça fait 6 ans. Le 15 juillet, ça le fait 6 ans. OK, tout neuf. 6 ans, bon anniversaire. Ouais. 6 ans de défi, j'imagine, parce que veut pas, même si le tournesol est connu mondialement, l'huile de tournesol représente, je pense, une dizaine de % de la production mondiale. Ça reste qu'au Québec, c'est plutôt rare encore. Il faut expliquer au monde, les convaincre et leur dire il n'y a pas que de l'huile d'olive, de maïs, de canola, il y a aussi du tournesol. Effectivement, bien, il y a quand même une part d'éducation qu'on doit se faire ici. Là. C'est pour ça que je pense que la boutique à la ferme, c'est un bon lieu pour montrer aux gens qu'on a de différents types d'huile. Mais tu sais, l'huile de tournesol, mondialement, c'est la deuxième huile la plus consommée après l'olive. Donc, mais on dirait que les Québécois, l'olive est arrivée, puis il n'y a plus rien qui... Oui, c'est ça, on s'est arrêté là. Donc, on prend le temps ici en boutique, puis tu sais, quand on rencontre des gens, de bien leur faire comprendre qu'en cuisine, c'est le fun d'avoir une variété d'huile, tu sais, que ça soit l'olive, que ça soit la tournesol, la cameline qu'on fait pousser ici. C'est vraiment intéressant de pouvoir cuisiner avec une diversité d'huiles. Oui, puis elles sont toutes complémentaires, là. Exactement, exactement. Tu sais, nous, l'huile qu'on fait ici, c'est une huile à haute teneur oléique, donc beaucoup d'oméga 9, peu d'oméga 3. Les oméga 9 permet une cuisson à haute température. Donc, l'huile ici qu'on fait, est plus stable au niveau de la cuisson, au niveau du point de fumée un petit peu plus élevé, mais au niveau nutritionnel, très similaire à l'huile d'olive. Plein d'avantages. Plein d'avantages, exactement. Aussi en cosmétique, elle est super utilisée pour la vitamine E. Et vous faites des tournesols biologiques, donc vous rajoutez une couche de défi là-dessus, comme si vous n'en aviez pas assez déjà. Oui, mais tu sais, le pourquoi que ma mère elle a acheté en 2003, c'est ma mère elle s'est fait diagnostiquer la maladie de Crohn à l'âge de 26 ans à peu près. Donc souvent, ça nous prend des petits obstacles pour faire des changements dans nos vies. Le conjoint de ma mère aussi a eu des problèmes de santé. Donc, au niveau des valeurs, c'est très ancré ici, le biologique. Là. Je pense qu'on trouve ça important de pouvoir offrir aux consommateurs des produits de qualité, des produits bons pour leur santé aussi. Puis on sait ce qu'on met dans notre corps, au moins. Oui, ça a exact. gros avantages. Alors, marchons un peu, Joanie. Allons vers un des champs qui nous entourent, parce que oui, tournesol, évidemment, mais pas uniquement. Oui, là, nous, on est tout près d'un aéroport, donc ça se peut que vous entendiez quelques avions de temps en temps. Donc, dans la rotation de culture de mes parents, parce qu'en biologique, on est obligé de faire une rotation de culture au niveau de la santé des sols. On cultive le maïs, le soya, c'est sûr, en majorité, mais on cultive des céréales d'automne. Avec la crise climatique qu'on vit, les céréales d'automne sont maintenant plus populaires dans les cultures biologiques. On fait l'épeautre et le blé. Puis, c'est ça, il y a le tournesol dans la rotation de culture qui amène une fleur au niveau de la biodiversité. On est en train, justement, vu que c'est une culture qui est assez marginale encore au Québec, avec notre agronome Sophie, avec le CETAB, on fait des recherches sur les variétés de semences, mais aussi sur qu'est-ce que ça apporte le tournesol à notre terre. Puis, au niveau de la structure du sol, ça l'aide énormément pour la culture d'après. Ah oui, Donc, okay. On voit vraiment un bénéfice à avoir une fleur dans les rotations de culture, surtout en bio. Donc, épeautre qui n'est plus là parce qu'elle a été... Elle a été récoltée en fin de semaine, culture d'automne. L'épeautre, c'est un ancien blé qui n'a pas été hybridé avec le temps. Donc, il n'y a pas eu une sélection de semences qui fait en sorte qu'on débalance. Tu sais, le blé ancien, il y a trois nutriments à l'intérieur qui sont balancés, qui font en sorte qu'on le digère super bien. Tandis que là, avec l'industrialisation, tout ça, on a voulu avoir un blé plus performant en champ, mais plus performant aussi en boulangerie. Donc, au niveau de la poussée du pain, au niveau de l'élasticité de la pâte, on a dû faire des sélections à travers le temps, ce qui fait en sorte qu'il y a
des fois, les gens, les intolérances qu'ils peuvent avoir peuvent être causées par ça ou par les pesticides, là, parce que ça, c'est... L'un n'empêche le pas blé. l'autre, oui. Ouais. Bon, tout ça pour dire que Oui. c'est donc le blé d'origine, finalement. Oui, c'est un blé ancestral. Tu sais, ma mère, comme j'ai dit au départ, elle a la maladie de Crohn. Ouais. Puis l'épeautre, c'est le seul blé qu'elle tolère maintenant, là. Pain d'épeautre, galette, tu sais. Puis même le grain d'épeautre, on peut l'utiliser en substitut pour le riz. Ah oui, OK. Oui, on peut le cuisiner, là, tagine, cigare au chou, Il n'y a tout ça. pas de limite, là. Oui, exactement. Parfait. Alors, allons vers les tournesols. Là, on enregistre le balado. On est autour du 20 juillet, mais la grosse période arrive au mois d'août. C'est là que les tournesols vont être en fleurs. Oui. C'est sûr qu'au niveau de la floraison, ça joue toujours un peu, tout dépendamment de la date de semis. Comme cette année, ça a été... on n'a pas eu le plus beau printemps. Beaucoup de froid, beaucoup de pluie. Les grosses pluies, là, ce que ça fait, c'est que ça tombe tellement rapidement que ça compacte le sol. Donc, le sol, là, même pas le temps de boire l'eau, c'est ça? même pas de temps, mais ça fait une croûte très difficile. Oui. Une plante a besoin d'une terre molle qui peut bien s'enraciner, tu sais, pour l'émergence aussi. Fait que ça a été excessivement difficile ce printemps. Puis le champ qu'on a ici, c'est notre champ pour le tournesol décortiqué, qui est un nouveau produit là, qu'on a sorti en octobre passé, mais ça fait plus de 2 ans qu'on est là-dessus. Oui. Puis on est encore en période d'essai de trouver la bonne variété, autant en champ, mais aussi au niveau de la transformation. Tu sais, même avec l'huile, là, trouver une semence qui est performante pour attirer des producteurs, mais aussi qui goûte bon, puis qu'on a un taux d'extraction intéressant. On n'est pas encore à la fine pointe là, de nos variétés. Donc, ce champ-là, il y a 2 types. Il y a une variété européenne et une variété américaine. Fait que c'est pour ça que des fois, on voit des différences au niveau de la hauteur des tournesols, de la vigueur. Tu sais, ici, ils sont très petits cette année. Je pense que quand le tournesol, il vit un petit choc thermique ou un petit choc dès le départ, on dirait qu'ils ont moins tendance à vouloir être super haut. Fait que c'est pas notre plus beau champ cette année, mais on va avoir quand même du tournesol là, qui va être beau. Puis la floraison dure toujours 2 semaines. Ah, c'est rapide? Oui. Faut aller vite. Faut aller vite, exact. C'est pas la variété florale qu'on trouve chez le fleuriste, où est-ce que la fleur reste plus longtemps ouverte. Tu sais, nous, notre but... C'est pas ça l'objectif, là. C'est pas ça l'objectif, exactement. On trouve ça magnifique, le champ de tournesol, mais nous, c'est le après qui est important, parce que après la floraison, c'est là que les grains se forment à l'intérieur du cœur du tournesol, qui grossissent, qui forment leur amande. Donc, cette période-là est encore plus cruciale que la floraison pour nous. Puis, est-ce que là, s'il pleut aussi, ça joue? Oui. Les périodes de pluie, tu sais, pendant la floraison, on en veut le moins possible. Le moins possible. Après, c'est intéressant parce que ça fait gonfler l'amande, fait qu'on a des plus belles amandes. Donc plus d'huile. Donc plus d'huile, effectivement. C'est ça. Mais tu sais, en même temps, la météo, il n'y a personne qui a réussi encore à la contrôler. Heureusement. Heureusement, effectivement. Puis le tournesol, l'amande de tournesol est vraiment gavée d'huile. Là. C'est quoi, 1/3, je pense, c'est ça? À haute teneur oléique, parce que tu sais, il y a 3 variétés de semences qu'on peut trouver sur le marché. La variété florale, comme je vous ai expliqué. La variété à huile, on tombe à du 45, presque 48 d'huile à l'intérieur. C'est énorme. Oui. Puis la variété à confiserie qu'on appelle, souvent, c'est la variété à décortiquer ou la variété pour les oiseaux. Ah oui. Elle est striée, on voit, elle est noire et blanche habituellement, cette variété-là. Qu'est-ce que c'est votre job? Parce qu'il y a 12 mois dans l'année, donc je me doute qu'il y a au moins 12 ou 24 ou 36 jobs différentes. Mais en gros, comment ça se répartit? Bien, tu sais, nous, la plus grande de nos jobs, c'est de nourrir les gens. Puis je pense que c'est ce qui nous passionne le plus ici, là, à la ferme, autant en champ qu'à l'huilerie. C'est sûr qu'il y a un côté champ qui est effectué avec mes parents, de la semence jusqu'à la récolte. On sème au printemps. Il y a du désherbage mécanique vu qu'on est en régie bio. Par la suite, on les laisse grandir. Là, on récolte. Il y a le conditionnement du grain. On nettoie le grain, on les met dans les silos, on le stabilise. Est-ce que je me trompe? Est-ce que le grain, vous pouvez le garder plusieurs mois sans aucun problème pour faire l'huile un peu non-stop, si j'ose dire? Oui, bien c'est le but parce qu'en fait, quand il est bien conditionné en silo avec une ventilation à un taux d'humidité optimal, le grain peut se conserver des années. C'est à partir du moment où est-ce que le grain subit un choc, que ça soit de la pressage, décortiquage, que là, la durée de vie raccourcie. Donc, un coup conditionné dans les silos et nettoyé parce que si on veut une extraction optimale, il ne faut pas qu'il y ait de mauvaises herbes ou de parasites, d'impuretés. Et ainsi de suite, ouais. Donc, nous... Mais ça passe l'hiver dans le silo sans aucun problème. Oui, exactement. Donc, vous pourriez le recueillir là en septembre,
mais le presser dans 6 mois, 9 mois, peu importe. Oui, bien, tu sais, ce qu'on presse en ce moment, il y a un peu de 2023 puis un peu de 2024. OK, donc c'est vraiment l'entreposage qui est la plus importante. Oui, c'est ça. La période critique, c'est de la récolte à l'entreposage, comment elle est faite, ce qui va guider si notre grain va être capable de se conserver assez longtemps dans le silo. Bon, allons vers l'huilerie, justement, Joanie, parce que vous êtes aujourd'hui en train de faire de l'huile, justement, de presser. C'est ça qu'on dit? Oui, presser l'huile. Vu que le grain se conserve mieux dans le silo, nous, on presse à chaque jour. Fait qu'on fait à peu près 800 à 1000 litres par semaine, ce qui fait en sorte que l'huile est toujours fraîche. Puis il ne faut pas oublier non plus que nous, on presse avec l'écale. L'huile, à la sortie, elle est très foncée parce qu'il y a du résidu d'écale, ce qui fait qu'on a besoin d'une période de décantation naturelle. Oui, exactement. Donc, dans notre chaîne de production, il faut toujours calculer qu'on a 4 à 6 semaines de décantation. Quand même, hein? Oui. Donc, si on veut, admettons, ouvrir un autre marché, bien, il faut toujours avoir en tête que, OK, si on ajoute 1000 litres par mois, bien, il faut le calculer dans notre production. Donc, ce que vous faites aujourd'hui, vous allez le vendre mi-septembre, quelque chose dans le genre. Là. Exactement. Exactement. Alors, on va rentrer, on passe par la boutique où on finira le balado tantôt. Oh, que ça sent bon déjà. Juste l'odeur, hein? Oui, exact. Les gens, c'est la première chose qu'ils remarquent. Ils remarquent notre affiche, puis ils remarquent, mon Dieu, ça sent donc bien bon ici. Ils disent, ça sent le tournesol, puis là, je leur dis une chance, parce que si ça sentirait autre chose, on se poserait des questions. Ce qui est le fun avec la boutique, c'est que les gens peuvent avoir accès aussi à ce qu'on fait quotidiennement. Tout est vitré, puis c'est voulu pour que les gens comprennent un peu ce qu'on fait ici, notre métier. Fait que ça, c'est la porte côté animal qu'on appelle. Là. C'est pas grade alimentaire parce que de toute façon, tout ce qui sort ici, c'est un sous-produit qu'on vend pour la nourriture pour majoritairement des vaches laitières bio qui mettent le résidu de presse, un coup l'extraction fait. Oh, OK. Donc, c'est le reste de l'amande. On appelle ça un tourteau? Oui. Okay. L'amande, l'écale, tout ça. Donc, le silo, il est à l'arrière. Tout fonctionne avec des vis... des vis sans fin, là? Oui, c'est semi-automatique, notre affaire. Ouais. Donc, ici, ça, c'est le premier nettoyeur de grains. Donc, on nettoie, puis on dépose dans les trémies ici. Ouais. Ces trémies-là alimentent directement la presse. Il y a comme un œil magique que quand ça descend. Oui, ça fait automatiquement. Ce qui est le fun, justement, avec la production d'huile, c'est qu'on part souvent la presse le matin, on s'assure que les trémies soient remplis. Puis ça travaille. Ça travaille tout seul, fait qu'on peut faire autre chose en attendant. Faut quand même jeter un œil. Oui, de temps en temps, évidemment. Oui, un œil et une oreille. Souvent, moi, c'est mon oreille qui me dit... oui, quelque chose qui n'est pas normal. J'entends la presse qui fait un drôle de bruit ou il y a quelque chose, puis souvent, c'est ça, on réussit à trouver le problème. Donc, ici, c'est ça, 2 trémies. La trémie, au fond, à gauche, c'est pour le tournesol décortiqué. Ouais. On a un gros silo à huile. On s'est mis une latitude. On travaille avec la coop AgroBio. On s'est dit, on est mieux d'avoir des petits silos. Il y a un producteur qui fait une petite production de lentilles. Ah oui, OK. Puis, tu sais, nous, on est bien. Maintenant, on peut nettoyer du grain. Bien, on va pouvoir offrir ce service-là parce que souvent, ceux qui nettoient les grains, c'est des gros joueurs qui n'acceptent pas, mettons, 1 tonne ou 2 tonnes. C'est à coût de vente de 30 tonnes. Donc, nous, on a comme une flexibilité ici là, pour aider les producteurs s'ils veulent nettoyer leur grain. Puis, ça, c'est ça. Ça, c'est le tuyau est branché directement en dessous de la presse. Fait que c'est le résidu d'huile qui c'est tombe. Ça qu'on voit tomber, le fameux tourteau? Oui, exactement. C'est en galette. Oui. Ah oui, OK. Ça ressemble à de la cendre. Oui, c'est compressé au max. Ah oui, OK, c'est vraiment dur, hein? Oui. Ça se mange, on s'entend? C'est du tournesol? Éventuellement, oui. Tu sais, on aimerait ça parce que là, on le vend à l'animal. C'est sûr qu'on peut pas le vendre à un prix consommateur humain. J'imagine. Mais ça serait cool, éventuellement, qu'on puisse l'utiliser pour nourrir l'humain. Parce qu'il y a beaucoup de fibres, puis il y a de la protéine à l'intérieur. C'est ce que j'allais dire, hein? Oui. Genre, je l'ai goûté, là, pour vous qui nous écoutez. Ça a vraiment un petit goût de noisette, hein? Oui. Je le garde. Alors, on ressort de cette pièce. Les gros barils qu'on voit ici, est-ce que c'est ça, justement, la fameuse décantation dont on parlait tantôt? Oui, ça, c'est les barils qu'on a fait la semaine passée. C'est des barils de 55 gallons, fait qu'on rentre à peu près 200 litres plus le sédiment. Puis là, on le voit, c'est très foncé. Oui, c'est ça. Même à travers, on voit que c'est quasiment noir. Là. Oui. Exactement. De la même couleur que le tourteau, finalement. Oui, c'est ça. Il y a la teinte. Et le produit final qu'on a devant nous, ce sont des belles bouteilles, donc d'huile de tournesol.
Puis dans le quotidien, pour ceux qui nous écoutent, l'huile de tournesol, on s'entend que ça remplace n'importe quelle autre huile pour n'importe quelle chose, que ce soit en vinaigrette, en cuisson. Oui, en cuisson moyen à moyen modéré, tu sais, on fait sauter nos légumes, de la marinade pour des pièces de viande. Tu sais, elle a quand même un large éventail. Puis ce qui est intéressant, c'est que justement, le goût de noisette que vous avez goûté dans le tourteau, on la goûte un peu dans le tournesol. Donc, il y a certains desserts qu'on peut... Tu sais, quand ils parlent d'huile végétale dans les muffins ou dans les gâteaux, on peut utiliser l'huile de tournesol. Parlons un peu des farines. On va se déplacer de quelques mètres. Oui. Parce que c'est aussi quelque chose de nouveau, là, et de... Encore un autre défi. Joanie aime les défis. Oui, mais ce défi-là, ça fait longtemps parce que les farines, c'est la coop AgroBio, formée, je pense, en 2004. C'est des producteurs de grandes cultures bio qui ont décidé de s'associer ensemble parce qu'il y a eu un moment où est-ce que les acheteurs se parlaient et faisaient baisser le prix des grains biologiques au Québec. Puis là, il y a des producteurs qui se sont dit, ben nous aussi, hein, on va se regrouper puis on va se parler pour qu'on ait un prix juste et équitable. Puis à travers le temps, je pense qu'on est rendu à 150 membres à travers le Québec. Il y a des gens qui se sont dit « Hey, on a la matière première, pourquoi on ne transforme pas à la ferme? » Fait qu'on fera un produit fermier, bio, 100% québécois. Donc, il y a des gens qui ont levé la main, comme le Moulin des Cèdres, qui ont fait importer un moulin sur cylindre, qu'ils appellent, pour faire de la farine blanche. Okay. Puis, Aquaticook, Gaël, Moulin de Promel, lui, il a des meules de pierre, fait qu'il fait toutes les farines intégrales, l'ensachage de flocons, l'ensachage de légumineuses. Pour finir, Joanie, les gens qui veulent acheter vos produits, bien sûr, ils peuvent venir ici à la ferme. Est-ce qu'il y a des horaires d'ouverture? Comment ça marche? Oui, notre boutique, on est ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 16h30. Sinon, le premier samedi du mois, de 9h30 à 15h. On embouteille aussi sous la marque AgroBio, qui est trouvée un peu partout à travers le Québec. La bouteille AgroBio, là, 1 litre, se retrouve aux fermes Loufa. Donc, quand vous passez vos commandes en ligne, vous pouvez aller dans la section huile et condiments, puis vous allez trouver notre bouteille. Sinon, il y a dans certains taux... Oui, exact. Merci beaucoup, Joanie. Ça fait plaisir. Et à vous qui nous écoutez, on se retrouve dans 15 jours. Prochain balado sur les routes gourmandes du Québec. D'ici là, bien sûr, allez voir Arôme des Champs. Vous allez trouver ça sur Internet aujourd'hui. Vous aurez toutes les informations. N'hésitez pas à écrire, à venir faire un petit tour si vous avez l'occasion de venir là, au mois d'août. Là. On se retrouve donc dans 15 jours. Prochain balado sur les routes gourmandes. Puis d'ici là, buvez et mangez local. Bye bye tout le monde.